l'une des conséquences des changements climatiques, c'est l'élévation du niveau des mers. Or, ces conséquences nous semblent toujours lointaines dans le temps et pour des pays lointains comme le Bangladesh ou les îles du Pacifique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler en détail et cartes en main de la Belgique et des Pays-Bas. Au nord-ouest de l'Union européenne, voici la mer du Nord. Regardez cette simulation réalisée par le CRESIS qui montre où seront les zones inondées après une montée des eaux de 1 mètre. Alors quand est-ce qu'une telle situation pourrait se produire au nord de l'Europe? Eh bien, d'ici la fin du XXIe siècle, selon une étude publiée en novembre 2012. Cette étude est basée sur les données relevées par satellite et vient donc contredire les estimations du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estimations qui font autorité. Selon le GIEC, le niveau des mers pourrait monter de 60 cm d'ici 2100 par rapport à la fin du XXe siècle. Ceci pour dire que, dans tous les cas de figure, les littoraux des Pays-Bas et de la Belgique vont être particulièrement exposés. Les Pays-Bas, ce sont 17 millions d'habitants, répartis sur 41 000 km². La Belgique, 11 millions d'habitants, sur 30 000 km². 450 km de littoral pour les Pays-Bas, 66 pour la Belgique. Ces deux littoraux sont particulièrement sensibles à l'érosion marine en raison de leur exposition et de leur configuration naturelle. Et cette érosion va s'exacerber avec les phénomènes climatiques extrêmes liés au changement climatique, comme les fortes tempêtes et l'élévation du niveau de la mer. Les littoraux sont donc soumis au risque de fragilisation des défenses côtières, qu'elles soient naturelles, comme les dunes, ou artificielles, comme les digues. Donc comment ces deux États s'y prennent-ils face à cette menace annoncée? Regardons d'abord la Belgique. Le littoral belge s'étend en Flandre, dans la province de Flandre occidentale, entre la Panne et les villes de Knokke et Heist qui forment une seule commune. Tout au long de cette côte, l'urbanisation est presque continue, avec une moyenne de 201 logements au kilomètre carré, soit 2 fois plus que sur le littoral français. À Ostende, qui est la principale ville de la côte, on compte même plus de 1200 logements au kilomètre carré. La côte est un mur presque continu d'immeubles assez hauts, notamment entre Middelkerk et Ostende, et ils sont un symbole de l'essor du tourisme dans les années 70. Des villes comme Ostende, 72 000 habitants, ou encore Knokke-Heist, 34 000 habitants, sont menacées. Alors cette côte a un faible linéaire, mais elle est le cœur économique de la Flandre. On trouve le port commercial de Zeebrugge, le seul port belge de haute mer, 10 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects. Il y a aussi le port d'Ostende, qui est le plus petit des ports commerciaux proprement flamands. Et si on considère également les ports d'Anvers et de Gand, situés sur l'Escaut, ils représentent à eux quatre une part importante de la richesse produite en Flandre. La côte belge est également une zone touristique avec de nombreuses stations balnéaires, à l'image de Knokke-le-Zout ou de La Panne, et de plusieurs ports de plaisance, Ostende, Nieuwpoort, Blankenberge et Zeebrugge. Avec 32 millions de nuitées en 2011, c'est la première destination touristique en Flandre. Le littoral, on l'a compris, a donc un poids économique essentiel pour la région flamande, mais en même temps, il est vulnérable. Environ un tiers du littoral serait mal protégé contre les inondations et contre une tempête identique à celle de 1953, la plus violente que la Belgique ait connue le siècle dernier. C'est donc pour renforcer ces 66 km de côte qu'en 2011 a été lancé le plan de sécurité intégré du littoral. C'est un chantier de grande ampleur qui concerne 9 stations balnéaires plus Bruges, considérées comme les points les plus vulnérables de la côte. Il s'agit d'abord de réaménager les plages les plus fragiles, comme Coxide ou Ostende, afin de protéger le centre des villes et l'entrée des ports. Pour cela, les fonds marins sont raclés, les terres excédentaires aspirées, puis refoulées vers les plages afin de les rehausser. C'est un chantier très important réalisé, entre autres, par l'entreprise flamande de dragage DEM, l'un des leaders mondiaux du secteur. Au total, 300 millions d'euros sont et seront investis dans le projet afin de sécuriser l'ensemble de la côte d'ici 2050. C'est beaucoup,
Mais en fait, c'est assez peu comparé à ce que pourrait coûter la tempête du siècle si elle n'est pas anticipée. On a estimé que cette tempête pourrait provoquer plus de 2 milliards d'euros de dégâts selon les estimations de l'Agence maritime et côtière flamande qui coordonne le projet avec l'autorité flamande. Maintenant, allons voir plus au nord, aux Pays-Bas. Là, le problème se pose avec d'autant plus d'acuité que 26% du territoire est situé sous le niveau de la mer. La maîtrise de l'eau y est donc une habitude nationale, une lutte séculaire, ayant forgé la culture du pays et la vision du monde de ses habitants. Les Pays-Bas ont au fil des siècles conquis 17% du territoire néerlandais sur la mer, soit près de 7000 km² de terre, par une politique active de poldérisation. Un polder, c'est une étendue artificielle de terre dont le niveau est inférieur à celui de la mer. Les premiers polders néerlandais étaient surtout destinés à un usage agricole. Les plus récents accueillent les activités et la population de l'ouest des Pays-Bas, comme par exemple le quartier Isgiber à Amsterdam, dont on voit là le projet d'urbanisme. Le littoral néerlandais est une région très densément peuplée. Plus de 40% de la population du pays se concentre dans la Randstad, c'est-à-dire la conurbation qui englobe Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht. C'est aussi un pôle économique, avec Amsterdam, qui est la capitale, Rotterdam, le premier port européen, La Haye, où siège le gouvernement, et Utrecht, qui est un pôle universitaire. C'est là que se concentre la majeure partie des activités administratives, commerciales, industrielles du pays, avec une économie tournée vers le transport, la navigation, les ports, l'horticulture et les services financiers. Alors si on considère les trois provinces sur lesquelles s'étend la Randstad, soit la Hollande méridionale, la Hollande septentrionale et l'Utrecht, cela représente environ 20% du territoire néerlandais et environ la moitié du revenu national y est produit. Donc, comment cet espace est-il protégé? Le littoral néerlandais est défendu naturellement par ses côtes sableuses et ses cordons dunaires. Mais il est également protégé par des infrastructures gigantesques et plus particulièrement par un vaste réseau de digues et de barrières maritimes. Sans toutes ces infrastructures, les autorités néerlandaises considèrent que les 2 tiers du territoire seraient régulièrement inondés, dont les villes d'Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye. Les digues et les barrières sont donc régulièrement surveillées, notamment par satellite. Les digues sont constamment renforcées, surélevées. La position du trait de côte est systématiquement maintenue avec des ajouts réguliers de sable. Et chaque année, les Pays-Bas dépensent ainsi 1 milliard d'euros pour la protection du littoral néerlandais. Tout cela fonctionne bien, mais maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour faire face aux futures conséquences du changement climatique? En 2011, à l'initiative du ministère des Infrastructures et de l'Environnement des Pays-Bas, la province d'Hollande méridionale a mis en route ce qui a été baptisé le moteur de sable. Situé à proximité de La Haye, c'est un banc de sable artificiel, accessible au public, qui s'étend sur plus d'1 million de mètres carrés, soit 256 terrains de football. Et son but, c'est de protéger le pays de la montée des eaux en renforçant naturellement le littoral néerlandais. Alors comment ça marche? Le sable est pompé à 10 km au large des côtes, puis il est déposé le long de la plage pour constituer une presqu'île en forme de crochet orientée vers le nord. Elle atteint jusqu'à 7 mètres au-dessus du niveau de la mer par endroits, s'avance sur 1 km dans la mer et s'étend sur 2 km le long de la plage. Le vent, les vagues, les courants sont censés emporter progressivement le sable de cette presqu'île artificielle vers les côtes. Et le travail de la nature s'est de fait rapidement mis en marche, quelques mois après la construction. Et d'ici 2025-2030, les 21 millions de mètres cubes de sable seront balayés vers la côte par le vent et les marées. Selon les prévisions, 60% de ce volume est censé partir vers le nord et 40% vers le sud. Et à terme, le moteur de sable va renforcer 10 à 20 km de plage. Et ce, d'une façon moins perturbatrice pour l'environnement qu'un dispositif en pierre ou en béton. Alors le coût de cette première mondiale s'élève à 70 millions d'euros.
Si l'expérience fonctionne, elle sera reproduite sur d'autres sections côtières, voire sur l'ensemble du littoral néerlandais, et le système pourrait même s'exporter, de nombreuses délégations étrangères ayant manifesté leur intérêt pour cette réalisation. Le savoir-faire néerlandais en matière de poldérisation a été largement exporté à travers le monde, on le sait, et maintenant, devant cette menace de l'élévation du niveau des océans, les Pays-Bas adoptent une pratique nouvelle. On l'a compris, ce moteur des sables s'appuie sur le principe de construire avec la nature, c'est-à-dire prendre la mer et ses forces comme une alliée pour l'aménagement du territoire, et non pas voir la nature comme un adversaire contre lequel l'homme, comme toujours, se croirait plus puissant. Donc pour les Pays-Bas, il s'agit presque d'une opportunité économique et technologique. Simplement pour cela, il faut de la patience, des données fiables et une vision à long terme. Vous pouvez lire le rapport Ramsès 2013 consacré à gouverner aujourd'hui, ce qui est évidemment tout à fait adapté à cette problématique que je vous ai exposée aujourd'hui. Je vous rappelle que le dessous des cartes, vous pouvez toujours le revoir pendant une semaine après la diffusion en allant sur le site Arte+7.